On va revenir sur une analyse des temps forts de cette année de la pandémie et de la démocratie qui a été confinée. Et ça s'appelle justement une démocratie confinée, l'éthique. Quoi qu'il en coûte, Emmanuel Hirsch est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique médicale, faculté de médecine, président du Conseil de l'éthique, de la recherche et de l'intégrité scientifique à l'Université Paris-Saclay, c'est très long, directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Voilà, oui, ça en dit long sur votre parcours. Et votre travail, votre réflexion, elle vise à quoi précisément en fait aujourd'hui, face notamment à l'épidémie, je pense que c'est plus large, mais face à l'épidémie. D'abord, merci de votre invitation à Sud Radio qui m'honore. Ouais. En fin de compte, on voit depuis le début de la crise, on va être maintenant à 1 an de la crise, qu'il faut décider, qu'il faut choisir et que ces choix impactent la vie démocratique. Et donc, mon propos en tant que professeur d'éthique médicale, c'est d'éclairer le processus décisionnel et de réfléchir sur comment la société doit s'approprier ces questions. On voit à travers les auditrices et les auditeurs qui s'expriment sur votre antenne d'une manière régulière, comment ils se font une opinion. Et comment l'information que vous allez diffuser leur permet d'aller plus loin. Avant d'avoir des opinions un peu générales, il faut pouvoir argumenter. Et on est dans un contexte où depuis 1 an, et votre précédente intervenant l'a dit aussi à travers l'imagerie, on découvre des aspects totalement insoupçonnés. Oui. C'est-à-dire, chaque jour, il y a une nouvelle révélation. Par exemple, tout à l'heure, le ministre des Solidarités et de la Santé va aller en Moselle. On ne sait pas si on va décider ou pas du confinement, d'une manière un peu spécifique. Oui. Alors que le 29 janvier, le Premier ministre a dit on va tout faire pour éviter le non-confinement. Vous voyez, tous ces éléments, d'abord, déstabilisent, inquiètent. Oui. Oui. Chacun est touché à titre personnel, individuel, dans sa vie, dans sa famille, dans ses activités professionnelles. Mais on voit aussi que c'est la société, et même au-delà de la société, c'est nos sociétés. Regardez, quand aujourd'hui le Fonds monétaire international, le FMI, dit qu'il va falloir que le G7 débloque 500 milliards de dollars pour aider les pays les plus vulnérables. Donc voilà, on fait cette expérience aujourd'hui, à la fois individuelle et collective. Il faut avoir de la lisibilité, savoir quel type de valeurs on défend. Vous voyez, il y a un grand débat qui est apparu au tout début. On a privilégié les personnes les plus vulnérables parce que les plus âgées, effectivement 30% des personnes les plus âgées sont les plus exposées, j'allais dire, à la contamination, voire à la mortalité. Et puis aujourd'hui, on se dit, mais les jeunes, qu'est-ce qu'on en a fait? Et l'économie, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, moi, dans ma position de démocrate, c'est le professeur d'éthique médicale, on le met de côté. Il est aussi démuni. Il peut apporter de l'argumentation au débat général. Je dis, tout ça doit être discuté. Et un dernier point, on parle de vaccination. Vous avez des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, est-ce qu'elles n'étaient pas aussi prioritaires, vous voyez? Alors qu'on a à choisir, c'est-à-dire on a hiérarchisé des choix, tout n'est pas possible. Et on voit que aujourd'hui le gouvernement choisit le moindre mal. Le président de la République, j'ai évoqué ce que le Premier ministre nous a dit le 29 janvier, il s'est dit est-ce que c'est vraiment acceptable pour une société d'aller jusqu'à un nouveau confinement, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue aussi économique, c'est-à-dire dans le quotidien, on doit arbitrer des choix, et l'importance dans une démocratie, c'est qu'on sache quels sont les arguments qu'on va mobiliser. Et là, peut-être qu'on n'a pas suffisamment d'outils échangés, c'est ça, entre les politiques, certains scientifiques et la population. Disons qu'on a été face à l'imprévisible. C'est-à-dire, quand la pandémie est arrivée, qui peut dire, aujourd'hui, 1 an plus tard, qu'on aurait vu ces développements, qu'on aurait eu cet impact, une société qui s'est ébranlée. Et très paradoxalement, il y a à la fois la vitalité de notre société, regardez toutes ces initiatives extraordinaires de la proximité qui font que notre République peut être fière d'elle-même, notre démocratie peut être fière d'elle-même, à travers des anonymes qui ont pris à bras-le-corps la situation et qui ont dit on va vous démontrer qu'on est attaché à notre démocratie. N'oubliez pas, quelques mois après les Gilets jaunes, quelques mois après les grandes crises sociales, où on doutait qu'il y ait un attachement au bien commun. Donc ça, c'est l'aspect positif. Mais vous voyez, personne, et je pense qu'on se serait déjà effondré a priori, si on avait su à quel type de défi on allait être confronté. Il y a le défi scientifique, et rendre hommage quand même malgré tout aux scientifiques qui ont rapidement pu développer une stratégie vaccinale, rendre hommage à nos professionnels de santé qui aujourd'hui en réanimation arrivent à mieux prendre en charge, en soins, les personnes, moins de mortalité, rendre hommage aussi à toutes les professionnels, je dis toutes, tous les professionnels de proximité, pas uniquement les infirmières, les aides-soignantes, mais regardez les intervenants au domicile qui écoutent aujourd'hui sur la radio, j'imagine dans leur voiture, ils vont voir la personne âgée. Donc on a tout ce tissu de la sollicitude sociale, tout ce qui fait lien,
qui s'est maintenu, j'allais dire, corps et âme accroché. Et on a un discours gouvernemental qui, pour moi, peut-être est pertinent dans certains des arbitrages, mais est très déconnecté, me semble-t-il, de tout ce qui est besoin de débat. Et les décisions sont prises, et puis on acte de la décision, et puis on nous la révèle dans une conférence de presse. Par exemple, au moment où je vous parle, on ne sait pas si demain le président de la République ou le Premier ministre ne va pas prendre une position très grave, avec un impact très important, sans qu'on nous prépare, par exemple, à ce que pourrait être un nouveau confinement. Que c'était pas tout de dire, et j'arrive à le comprendre, on ne se reconfine pas. Une nouvelle fois, on a fait l'expérience entre le 17 mars et le 11 mai, on a vu le coût moral, pas uniquement économique. Bien sûr. Mais si demain, et chacun dans sa tête se dit c'est possible, si demain on dit on ferme les écoles, parce qu'on ne maîtrise pas l'agenda du virus, donc on doit s'adapter. Et une des critiques que je fais dans mon ouvrage, c'est qu'on avait beaucoup d'opportunités pour s'adapter. Alors, vous avez posé dans votre question la relation entre le pouvoir politique et le conseil scientifique, par exemple, l'expertise. Vous voyez aujourd'hui que s'expriment sur la scène publique des scientifiques ou des médecins qui ont à cœur aussi de défendre la vie de nos concitoyens et qui sont peut-être en train d'étonner par rapport à ce qu'est le discours un peu rassurant du politique. Mais on a aussi besoin d'être rassuré. Le malheur, c'est qu'on ne sait rien de l'évolution du virus. Mais ça veut dire quoi, pardon? Ça veut dire trop de concentration des pouvoirs? Je dirais qu'on a des élus et devraient tous être en fonction. Il n'y a pas que le Premier ministre et le Président de la République. Vous avez aussi un Parlement. Vous avez tout un ensemble d'instances dont on ne voit pas de quelle manière elles interagissent. Alors c'est trop facile de dire, mais l'alternative... C'est-à-dire que plus de Conseil des ministres, mais qu'un Conseil de défense, en fait, c'est ça que vous voulez dire? Je pense de toutes les manières, mais enfin, c'est pas moi qui révèle des secrets. On sait très très bien qui décide. Il n'y a pas 36 000 personnes qui décident. Et comme démocrate, c'est le démocrate qui vous parle, on a besoin dans une démocratie de la vitalité de la démocratie, précisément dans les situations les plus délicates. Et on nous a dit, effectivement, il y avait urgence au départ, mais l'urgence, elle va durer. Elle se prolonge. Et l'urgence a des conséquences. Et en termes d'arbitrage, je pense qu'on a besoin que notre représentation nationale soit prise davantage au sérieux. Quand il y a 2 semaines, on a mis à bas la pérennité de notre mission parlementaire à l'Assemblée nationale qui avait exercé un travail à la fois d'audit et de contrôle, je dis c'est une perte pour moi de la vigilance. Donc des décisions se prennent, il est important de les accompagner en termes d'évaluation. On est dans quelque chose d'inédit. Qu'on se soit trompé au départ, quand on a décidé de confiner comme on l'a fait les EHPAD, sans contextualiser, avec les conséquences que ça a eu, parce que on parle des morts dans les EHPAD. Il y a les souffrances à la fois des personnes qui sont dans les EHPAD, qui sont les résidentes, il y a les souffrances des familles, il y a les souffrances des professionnels, mais un certain nombre de personnes ne sont pas mortes du Covid, elles sont mortes d'abandon, de solitude, de désespérance. On le voit aussi maintenant pour les étudiants, avec aussi un aspect politique important. Plus on est vulnérable socialement, c'est-à-dire plus on est démuni, moins on a de relations, plus ça a d'impact. Parce que vous avez moins de ressources, j'allais dire, alternatives. Donc vous voyez, la dimension politique, pour moi, ou sociétale, est aussi importante que la dimension, j'allais dire, virologique ou biomédicale. Et donc il faut trouver le bon équilibre, et c'est là où les politiques ont un rôle fondamental. On s'installe sur la longue durée, il faut bien le comprendre. Même si, miraculeusement, et on peut l'espérer, un certain nombre de facteurs environnementaux, tout un ensemble d'éléments ferait qu'à un moment donné, il y aurait atténuation de cette espèce de virémie, que serait moins menacée par le virus. Il va falloir qu'on absorbe aussi toutes les conséquences sociales. Et également, c'est là où il y a besoin de réflexion. On s'est rendu compte que cette pandémie a éveillé nombre de questions qui n'ont rien à voir avec le virus. Les questions de l'environnement, les questions de la soutenabilité de notre modèle social, les questions également économiques, notamment au niveau de ce qu'est la gestion d'une société dans un contexte où l'économie, quelquefois, prévaut dans les décisions. Oui, le modèle du travail. Voilà, un ensemble d'éléments, si vous voulez, sont aujourd'hui révélés. Et j'allais dire comme en suspens. Qu'est-ce qu'on va en faire si on n'en débat pas? C'est pour ça que dès la sortie du premier confinement, le 11 mai, j'avais sollicité une forme de concertation nationale, des états généraux avec des thématiques, une mobilisation de la société. Elle n'a pas eu lieu. Alors on pourra s'interroger, et les politologues s'interrogeront, sur cette obstination à refuser ce débat public. Et je pense qu'il y a une défiance réciproque, c'est ça qui est grave. Je pense que les politiques ont peur d'une certaine manière de notre société alors qu'elle a prouvé ce qu'elle était capable de faire, et réciproquement maintenant, il y a une défiance à l'égard des politiques. Et vous voyez, un dernier point, et je l'ai entendu aussi sur votre antenne, vous avez des auditrices et des éditeurs qui disent on préfère le confinement maintenant, un confinement radical majeur, plutôt que cette espèce d'attente désespérante où on ne sait pas où on va. Et vous voyez en quoi des positions, j'allais dire, peut-être réfractaires aux enjeux de la démocratie peuvent s'accentuer. Et c'est là où il y a un enjeu démocratique important. Appelez-nous au 0826 300 300, dites-nous ce que vous préférez, dites-nous, rebondissez bien sûr si vous avez envie.
envie de poser des questions à notre invité Emmanuel Hirsch est avec nous. Ce livre, Une démocratie confinée aux éditions RS. On revient dans un instant. Est-ce qu'une démocratie est véritablement prête à affronter des crises comme ça? Ou alors est-ce qu'il faut faire comme en Chine, l'autoritarisme à l'excès? On va voir ça dans un instant, on va en reparler et avec vos questions. La démocratie confinée, une démocratie confinée aux éditions RS avec Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale et directeur de l'espace éthique de région Paris-Île-de-France. Oui. Une question avant de prendre des auditeurs qui vont être avec nous dans un instant. Emmanuel Hirsch, est-ce que la démocratie telle qu'elle existe en fait aujourd'hui chez nous est vraiment prête à affronter des crises? Finalement, ceux qui s'en sortent aujourd'hui, je mets des parenthèses quand même, mais la Chine, le Vietnam, qui sont sur des régimes quand même beaucoup plus finalement, alors pour la Chine on sait, l'autoritaire, même un peu le Vietnam, Taïwan, et ils ont réussi à limiter en fait l'impact a priori en tout cas. Vous m'inviterez dans quelques années quand on sera au-delà de la crise pour constater comment ça s'est passé, avec quelles conséquences et avec quelle mise en cause des libertés fondamentales d'une manière assez excessive. Non, mais c'est vrai. Moi je suis plutôt fier d'être dans cette démocratie. Je critique le mode de gouvernement, c'est-à-dire la gouvernance, mais je ne critique pas la démocratie qui aujourd'hui est au rendez-vous. Mais je veux dire, je fais une distinction si vous voulez. Lorsque vous regardez les travaux préparatoires qui avaient été développés pour le H1N1, on n'a pas voulu se référer à ces travaux, on parle du débat nécessaire pour qu'il y ait acceptabilité. C'est-à-dire qu'on favorise l'intelligence collective et qu'on voit qu'il y a des expertises. Vous voyez, un élu local qui est dans sa petite municipalité a une préscience et une intelligence du terrain qu'on n'aura peut-être pas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en Moselle, quand vous avez un élu qui dit « j'ai besoin du confinement ». Donc je pense qu'on a besoin de partager. On a besoin de faire équipe, de faire ensemble, et de ne pas avoir le sentiment qu'il y a une personne qui sait tout en tout et qui peut décider pour tous. Je trouve que c'est la moins bonne méthode. Ça fait qu'à un moment donné, à la fois il y a le sentiment d'une suspicion par rapport au mode de décision. Quels sont les arguments qui ont été mobilisés? Est-ce que c'est Bruno Le Maire qui, dans l'arbitrage, a prévalu? Et on peut le comprendre au niveau des enjeux économiques. Est-ce qu'à un moment donné, c'est la ministre chargée des diversités? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Je pense que dans un moment de cette nature, on a besoin d'échanges, de parler. Il y a besoin d'échanger au niveau de la démocratie, comme vous le faites sur votre antenne. C'est-à-dire que c'est la démocratie en direct. Avec, in fine, oui, non, vous c'est en direct, mais in fine, la décision, c'est le politique qui prend la décision, qui l'assume, avec dans sa pensée quelque chose de très grave. C'est quelle que soit la décision qu'il prendra, on la lui reprochera. Soit elle aurait été minimaliste et on reprochera, soit elle était maximaliste. On est dans l'instant présent. Vous voyez que la judiciarisation des pratiques aujourd'hui fait qu'un certain nombre de décisions sont prises aussi à l'aune de quelles seront les conséquences juridiques, les mises en cause. Regardez dans quel contexte on est, et pas uniquement dans le domaine de la pandémie. Donc on a besoin d'être prudentiel. Vous voyez, un mot qu'on emploie beaucoup en matière d'éthique, c'est la prudence. Et pour être prudent, il faut de la concertation. Et vous voyez, il y a deux moments importants pour moi au niveau de l'arbitrage éthique. Il y a le moment de l'argumentation, qui est important, c'est-à-dire on réunit un certain nombre d'éléments. Alors vous allez me dire, beaucoup de ministres ont rencontré les représentations des différentes associations de commerçants et autres. C'est pas tout de rencontrer les gens, c'est d'être dans une capacité d'intelligence de ce qu'ils disent. Et je vous parle juste d'un point très très important. Quand vous avez le maire d'une municipalité importante qui a décidé il y a quelques jours d'ouvrir des musées, pour prendre un exemple très très précis à Perpignan. Je pense qu'il y avait un acte intéressant d'exploration d'autres pistes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, de la même manière qu'on a décidé avec la pression de rouvrir les facs, les universités pour les étudiants d'une manière progressive, d'une manière ajustée, en tenant compte des enjeux de santé publique, et tout le monde a compris aujourd'hui que notre responsabilité les unes et les autres, c'est d'assumer par rapport aux enjeux de santé publique les choix qui sont des choix partagés, c'est-à-dire on se protège, on se distancie, etc. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait besoin d'explorer d'autres pistes et de privilégier ce qui est pour moi fondamental dans la vie démocratique, c'est la vie de l'esprit, la capacité de discernement, l'intelligence partagée, ça veut dire le débat. Et mon reproche essentiel que j'analyse à travers les chroniques qui suivent un an de lecture de la pandémie, c'est qu'il n'y a pas eu de débat là où les gens avaient des choses à dire. Un sujet concret, ce matin, nous recevions Renaud Muselier, le patron des régions de France, qui disait « Je n'ai pas l'autorisation, je demande depuis 3 mois l'autorisation de faire des tests salivaires ». Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait lui laisser effectivement l'opportunité de le mettre en place sur le terrain? Je pense qu'il y a au niveau des instances de santé publique la gravité de décision. On l'a vu pour le test salivaire, ça a pris un certain temps, puis la décision a été prise. Moi je pense qu'il y a besoin d'une concertation au plus proche
de la réalité du terrain. Alors ça avait été dit par le Premier ministre dans son discours, j'allais dire d'investiture, d'une certaine manière, quand il s'est exprimé à l'Assemblée nationale, qu'il allait vers les territoires. Moi, je vais beaucoup vers les territoires et beaucoup vers le terrain. Il y a cette intelligence qui est incontestable. Ensuite, on prend en compte et on a appris les mesures de santé publique. Donc les gens ne sont pas irresponsables. On sait très très bien que toutes les décisions seront conditionnées. Donc je pense qu'il doit y avoir un repérage sur les fondamentaux et ensuite une capacité d'adaptation. C'est là où il manque probablement un relais dans la gestion politique de cette crise. C'est-à-dire une personne qui, d'un point de vue, j'allais dire, intermédiaire entre la société et le décideur politique, pourrait être en capacité de faire ce va-et-vient entre l'expertise de terrain et les grands principes à défendre avec une capacité aussi d'ajustement aujourd'hui. Emmanuel Hirsch, on va aller sur le terrain. On a Roger de Nouvelle-Aquitaine qui est là, qui est avec nous, professeur et directeur de l'espace de réflexion éthique, et Julien aussi de l'Essonne, qui est soignant en réanimation. On va peut-être commencer par Julien, justement, qui est sur le terrain, pour nous apporter, lui aussi, son témoignage en tant que soignant. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ouais, alors moi déjà je buvais les paroles d'Emmanuel Hirsch à l'instant, parce que ce qui passe en tout point avec ce que je défends depuis quelques temps sur le municipalisme libertaire. Et là, on avait vraiment les ingrédients complets de cette idée qui a été mise en place par Murray Bookchin au siècle dernier et qui, je pense, est vraiment le fondement de notre démocratie, c'est que la démocratie doit être vraiment faite à un niveau local, à une échelle locale. Ça, c'est le premier point. Après, sur le point de la démocratie, est-ce qu'on est vraiment en démocratie ? Je pense que la crise a révélé à l'ensemble du monde qu'on n'était pas du tout en démocratie, que la démocratie représentative n'est qu'un pléonasme, puisqu'en fait, à partir du moment où on est représenté, on ne vote plus, on ne choisit plus, on délègue nos pouvoirs à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est plus une démocratie, c'est clairement une oligarchie sous influence économique. Voilà. Après, au niveau de la santé, je pense que on a supprimé aux médecins la capacité de soigner. On a fait tout un tribunal sur la chloroquine. Alors que moi, sur le terrain, j'étais bien content d'avoir l'azithromycine plus chloroquine pour soigner les patients, parce que ça nous évitait d'avoir des cas graves. Il s'avère, avec le recul, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était peut-être plus l'azithromycine que la chloroquine qui était efficace, effectivement. Mais au moins, dans un premier temps, n'empêche que si on a pu évacuer les réanimations, parce qu'en réanimation, on n'avait pas encore assez exploré le problème, et donc on intubait à tour de bras, et c'est ça qui surcharge les réanimations. Donc heureusement qu'on avait quelque chose à côté, que les médecins ont quand même pratiqué, alors qu'on leur disait non, c'est pas bien. Bah oui, mais faute de mieux, on l'a fait. Bah oui, c'est tout le débat sur comment, évidemment, traiter et tout, avec beaucoup de difficultés, parce que faut avancer avec. Oui, il n'y a pas eu de remède miracle, etc. Mais on sait qu'il faut les médecins testent, essaient aussi. Vous avez raison, Julien. Alors, Emmanuel Hirsch, avant de prendre Roger, en fait, d'une minute, il est assez cash, Julien. Il dit il n'y a pas de démocratie. D'abord, hommage à Julien avec ses engagements et sa passion. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de démocratie. On a été très équitable et juste dans des décisions. Par exemple, certains pays n'auraient pas privilégié les personnes les plus vulnérables, pour prendre un exemple. Avec un coût, quoi qu'il en coûte, c'est quand même très important dans notre vie démocratique. Il y a le grand principe de bienveillance, de respect. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas vitalité de notre démocratie, y compris avec des personnes comme Julien sur le terrain, dont j'imagine que dans son engagement de professionnel, il défend notre démocratie. Ma critique, elle n'est pas sur la démocratie en tant que telle, elle est sur les modalités d'une gouvernance. C'est-à-dire, je pense qu'après un an d'expérience, on gagnerait à ce qu'il y ait d'autres types de médiation. Et peut-être que si ça existait, il serait moins Julien dans cette espèce de position où il conteste la démocratie globalement. Donc vous voyez, il y a des gens qui prennent aujourd'hui des positions très réfractaires, très critiques vis-à-vis de la démocratie, qui sont prêts même à nous proposer des alternatives assez extrêmes, faute d'avoir eu le sentiment d'être partie prenante. Donc je dirais que je comprends son propos, je comprends aussi sa véhémence, mais je pense que nous avons la chance de vivre malgré tout avec des décideurs politiques qui ont conscience de leurs enjeux démocratiques, et notamment vis-à-vis des plus vulnérables. On le voit pas uniquement dans le domaine des soutiens économiques aux personnes qui sont les plus malmenées par la crise. Et on va passer à Roger, qui nous appelle de Nouvelle-Aquitaine et qui est professeur et directeur de l'espace de réflexion éthique. Bonjour Roger. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Quel est votre sentiment, vous, Roger ? Écoutez, le sentiment que l'on peut avoir en province, c'est ce qui nous revient du terrain, de notre vie quotidienne. Nous avons les mains dans le cambouis
Et au fond, il y a les mesures qui tombent du haut et qui ont été très bien détaillées par Emmanuel Hirsch. Ouais. Et il y a aussi leur application pratique. Et il faut dire que là aussi, il y a un fossé. On est un peu, nous, dans l'éthique horizontale, un peu celle d'Aristote. Où va-t-on? Ouais. Et où va-t-on quand des décisions générales s'articulent avec le quotidien? Or, il y a un monde. Le mot confinement est un mot. Comment s'articule-t-il? Quand on a confiné les EHPAD, est-ce qu'il fallait isoler aussi les résidents dans les EHPAD non atteints par le virus? Nous avons vu là des positions très contradictoires. En effet, certains ont isolé et on a appelé ça un confinement en chambre, mais pas du tout. Il ne s'agissait pas, il s'agissait d'un isolement. Et il est évident que l'attention que nous avons eu à porter a été à l'écoute directe, évidemment, des personnes qui se sont adressées à nous, de soignants, de familles, d'essayer de réfléchir à cette articulation entre des prescriptions verticales et l'immanence du monde, le quotidien du monde. Car enfin, on s'est aperçu une chose, c'est que le terme de liberté publique, qui est extrêmement important et qui nous vient des siècles des Lumières, la liberté d'aller et venir, n'est pas qu'un terme rationnel, comme le siècle des Lumières l'avait pensé, c'est aussi vécu dans la chair des gens. Et on s'est aperçu effectivement qu'enfreindre les libertés publiques et que les limiter par excès allait les faire souffrir, mais ce ne sont pas des souffrances morales. Cette dichotomie aujourd'hui doit être abandonnée. C'est une souffrance charnelle. C'est pour cette raison que certains résidents ont perdu jusqu'au désir de vivre. Et donc évidemment, le travail d'éthique du terrain a été de pouvoir discuter avec les intervenants. Les discussions se sont passées, j'allais dire, horizontalement, non pas pour les remettre en question, car les tensions éthiques, on l'a bien vu, se portaient entre des préoccupations sécuritaires qui chez certains étaient très très vives et les directeurs d'EHPAD, certains médecins coordonnateurs étaient bien sûr affligés de devoir appliquer certaines mesures, mais il y avait aussi de l'autre côté l'humanité du quotidien. Et donc par exemple, sitôt que le confinement a été décrété, il est bien évident qu'il a fallu inventer des exceptions à la règle. L'exception à la règle n'est pas une transgression de la règle, c'est un hommage rendu à la règle en disant vous existez, mais au quotidien, une démocratie ne peut pas vouloir le malheur des gens, et donc ça veut dire qu'en fin de vie, oui, on peut visiter. Quand les textes disent vous pouvez revenir voir vos proches, mais que les textes disent à l'extérieur ou en chambre, ou dans un espace dédié ou dans la chambre, des préoccupations sécuritaires ont fait que certains ont privilégié l'extérieur et que le travail à faire c'est dire mais les textes vous permettent aussi. Donc le problème aussi dans une démocratie au quotidien, c'est de penser les règles, de penser les pratiques, de ne pas les appliquer passivement. Un homme, aujourd'hui, une femme doivent penser. Et au fond, la mission d'un espace éthique, c'est en région, c'est à la fois d'être aux prises avec les soignants, les acteurs médico-social. Pensons aussi, on parle des EHPAD à juste titre, mais des établissements médico-sociaux qui de l'ensemble, bien sûr. Il y a là une population, Roger, une population tout à fait considérable. Et donc, effectivement, cette population, il faut y prêter attention dans son ensemble au quotidien de leur vie. Et Roger, Emmanuel Hirsch, ça montre bien à travers ce témoignage et puis ce qui remonte du terrain auprès de Roger qu'il y a cette volonté et ce besoin localement, partout, dans toutes les situations, d'être associé, de ne pas avoir ces décisions. Parce que quand ça ne dure que quelques mois, ça va, mais comme vous l'avez dit, on est parti sans doute pour une période plus longue, quoi. Oui, d'abord, Roger Gilles est un neurologue. Ça doit faire plaisir aux auditrices, aux auditeurs, aux téléspectatrices, téléspectateurs de voir qu'un neurologue a une réflexion éthique aussi élaborée. Et souvent on est surpris parce qu'effectivement il y a eu tout un ensemble de critiques sur l'absence, j'allais dire, de compassion des professionnels dans une situation dégradée où ils étaient obligés de faire des choix. Donc déjà un premier hommage. Mais quand j'ai créé le premier espace éthique à l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui a fait que maintenant il y a des espaces éthiques dans toutes les régions, c'était en 1995, on était dans la dynamique des années SIDA. C'est-à-dire d'une reconfiguration en quelque sorte des priorités.
on parlait des personnes les plus vulnérables, des personnes malades, et les associer, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire qu'elles soient partie prenante des décisions qui les concernent. C'est la loi Kouchner en particulier. Et vous voyez, parce qu'il nous reste peu de temps, j'aimerais, dans l'affiliation, de dire à Roger Gilles, qui fait des billets très très intéressants, réguliers notamment. Vous le connaissez bien, Roger. Je le connais parce que c'est une personne de haute qualité. Et je dirais qu'une des attentions particulières, si demain on avait à revivre un confinement, c'est d'abord de prendre en compte les personnes qui sont restées confinées parce qu'elles sont atteintes de maladies, elles sont très âgées et qu'elles ne sortent pas. Elles sont très nombreuses. Donc cette attention particulière. Mais je pense, parce que c'est un sujet comme neurologue qu'il connaît bien, les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, par exemple. Quand vous êtes le proche, le conjoint d'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui a besoin de déambuler, et que vous êtes enfermé dans le huis clos d'un espace très restreint, c'est d'ailleurs la même chose aussi dans les EHPAD, la déambulation des personnes atteintes. Vous devez vous rendre compte que quand vous faites de l'éthique, et c'était très très bien dit, il faut contextualiser. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir des systématismes sur tout. Qu'il y ait des lignes directrices, et c'est par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure par Julien, qu'il y ait des lignes directrices, des orientations majeures et un rappel aux bonnes pratiques de la part de l'État. Avec ce qu'on doit faire ou pas faire, c'est une chose. Mais ensuite, c'est l'application et la transposition sur le terrain. Et ce qu'a dit Roger était juste. Il y a des professionnels qui ont transgressé les règles qui leur étaient imposées de je ne sais où. Alors c'était relayé par les ARS, mais ça venait d'en amont. Et notamment, et ça a été quelque chose de très important qu'on voit encore dans l'actualité, c'est les familles qui n'ont pas pu accompagner leurs proches, qui étaient en fin de vie, qui n'ont pas pu aller à la levée du corps, qui n'ont pas pu aller aux obsèques. Et voyez à quel point une société comme la nôtre est vulnérable humainement à une pandémie, pas uniquement dans des choix politiques généraux, mais dans la déclination et l'adaptation. Et je pense que le gouvernement a appris qu'il y a des choses qui ne seront plus acceptables moralement, je dirais éthiquement, même au niveau de la démocratie. Qu'on ait choisi effectivement de vacciner prioritairement des personnes très vulnérables, c'est une question qu'on peut se poser par rapport à des soignants, mais il y a des questions qui doivent être posées. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à Sud Radio, et je dirais qu'il faut que chacune et chacun comprenne que les choix doivent être pris dans une démocratie en prenant en compte l'intérêt général, le bien commun. Et vous voyez, une réflexion, par exemple, que je poserai aux auditeurs, auditrices qui sont, par exemple, professionnels de santé, est-ce que quand on est un professionnel de santé responsable, on a le choix de décider si on se fait vacciner ou pas? Vous voyez, bien sûr, bien sûr. Et puis là, il y aura le choix qui va se poser, qui se pose déjà dans les hôpitaux aussi, s'il y a un afflux trop important de malades. Alors c'est la question de la priorisation, et vous voyez aussi une évolution, et c'est là où peut-être on aurait pu faire davantage de retours d'expérience après le premier confinement. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous téléphonez au SAMU, pour prendre un exemple précis, vous avez des gériatres qui sont à la régulation, c'est-à-dire on a appris, et vous voyez, ce qui est désespérant quand vous allez sur le terrain, comme le fait Roger, et puis comme je le fais, c'est quand vous allez voir certains EHPAD qui se sont auto-censurés, c'est-à-dire qui n'ont pas adressé au SAMU de demande parce qu'ils avaient peur que ce serait refusé pour des questions d'âge. Et il y a aussi à réfléchir, et c'est un débat que chacun doit avoir, est-ce qu'on n'a pas aussi une responsabilité supérieure vis-à-vis de nos aînés? On a une responsabilité vis-à-vis des jeunes, ceux qui vont faire demain, mais ceux qui font qu'on est aujourd'hui ce qu'on est, avec nos valeurs, avec nos capacités aussi de se mobiliser. Quand vous regardez ces solidarités intergénérationnelles, je trouve aussi qu'il y a des débats indécents aujourd'hui, qu'on ne peut pas se permettre, notamment le conflit entre jeunes et vieux, pour prendre un exemple précis, ou essentiel et pas essentiel. On en reparlera, on vous réinvitera, Emmanuel Hirsch. Une démocratie confinée, l'éthique, quoi qu'il en coûte, aux éditions